Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler de Game Pass, on va parler de manette Xbox, on va répondre également à deux questions d'abonnés qui sont intéressantes. Est-ce que le ray tracing finalement ce n'est pas un effet marketing comme on avait eu à l'époque sur les écrans de téléviseurs, vous savez la 3D, qui a finalement un peu disparu de tous les écrans de téléviseurs aujourd'hui. Et est-ce que la RX 6700 XT, le GPU de la RX 6700 XT qui est fabriqué à TSMC en 7 nanomètres, eh bien quel est son prix par rapport, quel est son prix, une évaluation de prix par rapport aux APU de la Xbox Series X et de la PS5 qui sont fabriqués également à TSMC 7 nanomètres. Et nous finirons sur du PC Gamer avec la technologie RAID. Je vais expliquer ce que c'est, ce n'est pas une force d'intervention. Et le PCI Express également, 3.0 ou 4.0, est-ce utile aujourd'hui ? Commençons par une bonne nouvelle pour Xbox, une de plus, ça fait plaisir. Vous avez entendu parler probablement de ce problème de déconnexion intempestive de la manette. Eh bien, il y a un futur firmware qui va arriver et qui va corriger ce problème. Xbox l'avait dit d'ailleurs à l'époque qu'ils allaient corriger ce problème. Eh bien, ils l'ont fait apparemment. Le firmware qui va arriver corrigera ce problème. Donc, c'est une affaire entendue, du moins je l'espère. Nous avons appris également une grosse news très intéressante. Bethesda, vous le savez, a intégré le giron de Microsoft, le giron des studios Xbox. Eh bien, tous les jeux, les anciens jeux, mais tous les jeux de Bethesda quasiment sont arrivés sur le Game Pass. C'est-à-dire qu'ils ont intégré le Game Pass, c'est-à-dire tous les Doom, carrément tous les Doom. Vous avez également les 3 derniers Wolfenstein, qui sont intéressants, comme Youngblood par exemple. Vous avez également Dishonored et Dishonored 2. Donc c'est toujours des très très bons jeux. Vous avez aussi Prey, vous avez Rage 2. Bref, vous avez un tas de jeux, bien entendu Fallout 4 et ses suites. Alors Fallout 4 très très bien en l'occurrence, c'est surtout celui-ci que je voulais parler. Et bien entendu Elder Scrolls Rim, et oui Elder Scrolls. Alors il y a Morrowind, il y a Oblivion et il y a Skyrim, le grand Skyrim. Et il y a également Tezo, vous savez le Elder Scrolls Online auquel j'ai joué pendant plus d'1 an, qui arrive également sur le Game Pass. Donc tout ça quand même est de bonne facture et promet pour le futur. Certains vont dire oui mais c'est des vieux jeux, voilà c'est pas des nouveautés, certes, mais ça préfigure quand même de quelque chose qui va arriver dans le futur qui est très intéressant. Et après tout sur PS5 on peut dire, il y a également ce qui est très intéressant, le PS Plus Collection, je vous le rappelle, si vous avez une PS5 avec 20 jeux qui sont très très intéressants, qui ont été iconiques on va dire dans la vie de la PS4 en particulier, je pense par exemple à God of War, eh bien c'est très intéressant aussi, mais c'est des anciens jeux aussi, voilà. Donc je pense que pour le Game Pass, c'est une très très bonne nouvelle et ça promet beaucoup pour le futur. Petite intervention rapide avant de continuer, j'ai reçu Demon's Souls. Eh oui, je l'ai acheté, je l'ai trouvé à bon prix, donc je l'ai acheté, je l'ai installé, j'ai fait tout ce qui est, vous savez, la mission où vous apprenez à manier la manette, voilà, tout ce qui est initiation, on va dire. Et donc je vous ferai, quand j'aurai le temps, peut-être demain si je peux, ou lundi, je ferai mon premier enregistrement en pseudo-direct, parce que je n'ai pas de boîtier stream pour l'instant, mais en pseudo-direct, où vous me verrez combattre les forces ennemies, les forces du démon. Et ça promet beaucoup, je pense que certains vont bien rire, mais voilà, je l'ai promis, et je le ferai donc en pseudo-direct, et vous verrez si je suis très efficace ou pas. Venons-en à la question de RSDG Drift, un sacré nom, qui me pose la question, grosso modo, la RX 6700 XT, finalement, elle a un GPU proche, si l'on veut, proche de nos consoles, en termes de puissance. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais voilà, quand même, il n'est pas très éloigné par rapport à la Xbox Series X et la PS5. Il est fabriqué à TSMC 7 nanomètres. Est-ce qu'en termes de rentabilité, il est meilleur ou pas vis-à-vis des consoles ? Alors pour AMD, et puis surtout après pour les fabricants de cartes graphiques et les fabricants Xbox, en particulier Microsoft et PlayStation Sony. Donc on sait que les deux consoles sont vendues à perte pour le moment, les cartes graphiques sûrement pas. Et ça s'explique et je vais l'expliquer. Donc pour commencer, la surface du GPU de la RX 6700 XT est de 336 mm². La surface, je vous rappelle, de l'APU de la PS5 est de 310 mm² et de la Xbox Series X est de 360 mm². Donc on a par exemple, si on compare la Xbox Series X et le GPU de la RX 6700 XT fabriqué à TSMC 7 nanomètres, on a un écart de 8 puces sur le wafer. Je vous rappelle que les wafers, c'est là où sont fabriquées les puces. Et donc, c'est le nombre de puces qui va
faire le coût finalement final de la plaquette, enfin du GPU ou de l'APU que va vendre TSMC à AMD. Plus il y a de puces, moins c'est cher pour AMD, bien entendu. Et donc en l'occurrence, on pourrait dire 8 puces de plus sur 158 puces, finalement c'est 158 puces, c'est pas beaucoup, ça peut compter quand même, hein, ça fait quand même un gain assez significatif. Mais il y a d'autres faits à prendre en compte que le nombre de puces. En effet, l'intégration des transistors sur le GPU de la RX 6700 XT est plus important que sur la Xbox Series X, par exemple, puisqu'on connaît le nombre de transistors pour l'APU et pour le GPU. Il y a 17,2 milliards de transistors pour le GPU de la RX 6700 XT, alors qu'il n'y a que 15,3 milliards de transistors pour l'APU de la Xbox Series X. D'ailleurs, ça vous fait dire que voilà, il y a beaucoup plus de choses quand même sur les GPU AMD, même celui de la 6700 XT, que sur les APU finalement de la Xbox Series X ou de la PS5. Et oui, parce que je vous rappelle quand même que dans les APU, il y a également le CPU. Il ne faut pas l'oublier, alors que dans les GPU RX 6700, 6800 et 6900, et j'en passe, il n'y a que du GPU. Donc il y a d'autres éléments dans les GPU qu'il n'y a pas forcément dans la Xbox Series X ou dans la PS5, mais c'est un autre détail. Donc plus de transistors, sur une surface un peu plus petite, 336 mm² contre 360 mm² pour la Xbox Series X, ce qui veut dire une intégration plus serrée. Donc s'il y a des défauts, des particules, vous savez la défectivité, elle peut plus toucher potentiellement la RX 6700 XT, son GPU, plutôt que la PS5 ou la Xbox Series X. Donc un rendement un peu inférieur, potentiellement. Et surtout, n'oublions pas la fréquence. Alors j'avais dit 2,82 GHz en mode boost pour la RX 6700 XT, je me suis un peu emballé. Hein. C'est 2,58 GHz, ce n'est pas tout à fait pareil, même si c'est excellent en termes de boost. Et par contre, la Xbox Series X, c'est 1,825 GHz pour rappel, et la PS5, 2,23 GHz en mode boost. Ce qui veut dire qu'une fréquence plus élevée, plus de difficultés en testabilité, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des puces qui peuvent très bien être bonnes à 2 GHz et qui ne seront pas bonnes à 2,5 GHz par exemple. Donc un peu plus de pertes là aussi. On va donc considérer qu'il y a à peu près le même nombre de puces qui sort pour la Xbox Series X pour son APU que pour la RX 6700 XT pour son GPU. Ça veut dire qu'AMD va payer la même somme pour les wafers à TSMC, 7 nanomètres, parce qu'on paye par wafer, et donc le prix de revient pour AMD, c'est à peu près le même entre un APU qui est fabriqué par la Xbox Series X et un GPU qui est fabriqué pour la RX 6700 XT. Je vous rappelle que AMD ne perd pas d'argent sur aucune de ces puces, hein. Même celle qui vend à PlayStation ou qui vend à Xbox, il se fait une marge. Moins importante par contre côté Sony et Microsoft, parce que Sony et Microsoft ont négocié le prix, bien entendu. 100 millions de consoles espérées vendues à terme de vie des consoles, ça permet de négocier les prix et de faire baisser les marges de AMD. Mais AMD se fait de l'argent sur tous ces GPU, APU vendus. Mais là où Sony et Microsoft perdent pour l'instant de l'argent, les fabricants de cartes, ils vont sûrement pas en perdre, sinon ils fabriqueraient pas de cartes, hein, vous imaginez bien, aussi bien les fondeurs et encore plus ceux qui font des cartes un peu customisées. Et comment ils font? C'est tout simple, il suffit de comparer. Dans la Xbox Series X par exemple, pour le même prix, 499, je vous rappelle, euros, et la carte RX 6700 XT sera à peu près au même prix, 500 euros, c'est une estimation, on verra, mais ce sera à peu près le même prix. Oui, mais il n'y a pas l'alimentation qu'il y a par exemple dans la Xbox Series X, il n'y a pas de lecteur Blu-ray, il n'y a pas non plus de SSD, et oui, le SSD qui coûte quand même, il n'y a pas de manette, et oui, la manette ça coûte aussi. Le système de refroidissement est à peu près le même. À un poil près, le ventilateur, il y en a un certes, mais il y en a deux, mais c'est pas ça qui coûte le plus cher. Le motherboard, là où sont posés tous les composants, c'est la même chose, on va dire à peu près. Tout ce qui est condensateur, etc. Peut-être un peu plus finalisé effectivement sur AMD, mais c'est pas ça qui va coûter non plus une fortune. Donc la différence se fait ici, c'est-à-dire qu'effectivement tout ce qu'on paye en plus dans la Xbox Series X, c'est ça qui fait que la marge elle est perdue pour Microsoft pour le moment, alors que côté carte graphique, elle est gagnée. Voilà donc l'explication, mais effectivement, je pense que pour les GPU APU, c'est à peu près le même prix de revient pour AMD. Alors le ray tracing, effet de mode ou pas finalement? Eh bien non, moi je pense pas que ce soit un effet de mode et je vais m'en expliquer pourquoi. Je pense que c'est même capital pour Nvidia, que Nvidia insiste là-dessus, c'est son cheval de bataille, c'est ça qui lui permet de tenir un peu l'avance sur AMD. Il suffit de voir Intel, d'ailleurs, entre parenthèses, Intel ne se sont pas endormis sur leur laurier, ils ont eu des problèmes de process, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à passer en 7 nanomètres, alors que le concurrent AMD a réussi. Et ça leur a coûté très cher, parce que leur CPU,
les corps CPU qui sont dans les desktops, qui ne sont pas dans les portables, sont encore en 14 nanomètres. Alors certes, en termes d'intégration, Intel sont très très forts, ils ont fait du 14 nanomètres plus, c'est-à-dire vraiment une intégration optimisée, ce qui fait qu'en termes d'intégration, ils ne sont qu'à 30%, on va dire, du 7 nanomètres de chez TSMC, mais ça leur coûte très cher, particulièrement en dépenses énergétiques, et je vous rappelle quand même qu'ils sont à 125 watts, là où les Ryzen sont bien moins, et en fréquence aussi c'est coûteux. Et tout ça fait que Intel, ils ont pris du retard, et oui, du retard, alors qu'ils étaient largement en avance durant des décennies. Et Nvidia, il veut éviter absolument ça avec AMD, qui est un sérieux concurrent quand même. Et pour ce faire, il y a le ray tracing. Donc c'est plus qu'un argument commercial, c'est un argument stratégique. Ensuite, c'est un deuxième avantage de ray tracing que je tiens à préciser, c'est le bouton on-off, grosso modo, pour les développeurs. Et oui, les développeurs, avant, il y avait des lighting artists, c'est-à-dire des spécialistes en lumière, qui devaient placer des lumières statiques et dynamiques dans les scènes, qui devaient tout calculer pour que ce soit le plus réaliste possible. C'était hyper complexe, ça demandait un travail à temps plein. Aujourd'hui, je résume bien entendu, mais grosso modo, vous avez vos sources de lumière, vous les placez, vous faites on, et le ray tracing, hardware en l'occurrence chez Nvidia, va tout régler, hardware aussi chez AMD, mais il n'y a pas les RT Core, il va tout régler lui-même, c'est-à-dire qu'automatiquement, on va avoir les lumières, les réflexions qui vont se faire grâce à ces sources de lumière que l'on a placées. Ce qui fait qu'on n'a plus à gérer des phénomènes improbables de lumière comme on avait dans certains jeux à l'époque. Mais alors, le ray tracing, est-ce indispensable quand même? Parce qu'effectivement, on se pose la question, en particulier pour les cartes AMD, la RX 6700 XT, j'ai expliqué que quand même en ray tracing, ce serait limite. Bon, premièrement, non, c'est pas forcé. Ça dépend vraiment du développement de jeu, puis ça dépend si vous en avez envie ou pas. Il faut savoir que par exemple, Unreal Engine 5, dont j'ai beaucoup parlé, ils ont le système Lumen. Ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs, il y a plein de moteurs de jeu qui gèrent leur propre système de lumière, de gestion de lumière dynamique. C'est-à-dire que c'est exactement pareil que pour les développeurs. Lumen, vous placez vos sources de lumière et elles vont être gérées en dynamique. Et ça va gérer les réflexions en dynamique. Ça veut dire que si vous déplacez le projecteur, ça va déplacer la lumière. Et c'est-à-dire que ce n'est plus le développeur qui va gérer ça. Grosso modo, c'est hyper intéressant. C'est donc le moteur de jeu Unreal Engine 5 qui va le gérer. Et mieux encore, UE5 va gérer un peu comme le ray tracing deux types de réflexions, les réflexions diffuses et les réflexions spéculaires indirectes. Alors c'est quoi ça, vous allez me dire? La réflexion diffuse, finalement, c'est la réflexion que vous voyez sur tous les matériaux divers et variés, où vous allez avoir une réflexion, les rayons vont partir dans tous les sens de manière équivalente, et donc en fonction d'où vous êtes placé, vous allez plus ou moins voir la réflexion, finalement l'objet lui-même, en fonction de la source de lumière qui est projetée dessus. Et les réflexions spéculaires indirectes, ce sont plutôt soit sur des surfaces transparentes, comme l'eau, comme le verre, soit sur des surfaces qui ne renvoient pas de réflexion, qui sont basées à l'intérieur du matériau, juste en surface, comme par exemple les métaux. C'est-à-dire ça va être des réflexions unidirectionnelles qui vont être, par exemple, si vous polissez du métal, qui vont se transformer en miroir, comme l'eau également, comme un miroir classique. Donc c'est ce type de réflexion, la réflexion spéculaire, où on peut voir l'effet miroir en l'occurrence, qui est assez peu courant d'ailleurs dans la nature, il faut le préciser. On en voit beaucoup avec le ray tracing parce que apparemment les développeurs aiment bien ça, mais ceci dit, dans la nature, c'est quand même assez peu courant de voir son propre reflet, quelquefois dans une flaque d'eau, et c'est à peu près tout. Ou si, effectivement, sur une carrosserie de voiture, ça peut arriver, mais pas comme on le voit dans certains jeux. Et donc ces deux types de réflexions sont gérés également par UE5. Donc effectivement, oui, le ray tracing va être intensifié, mais plus par stratégie de Nvidia qui veut vraiment pousser, puisqu'ils ont de l'avance là-dessus, ce mode de gestion de lumière, on va dire, plutôt que d'autres moteurs de jeu comme UE5 qui pourraient le gérer également. D'ailleurs, dans UE5, on peut appliquer aussi du ray tracing, parce que bien entendu, Unreal a compris Epic a compris qu'il fallait intégrer le ray tracing, car ils ont compris que ça allait être à peu près mis partout. Dans Spider-Man, ça a été mis également dans Watch Dogs, ça a été mis dans Cyberpunk. Bref, on le verra apparaître partout, le ray tracing, qui sera désactivable, mais qui sera quand même bien là pour les cartes les plus puissantes. Pour finir avec les PC gamers, je voudrais juste dire que j'ai commencé à regarder, pour mon PC, que je ne l'ai pas pris, le PC, je regarde les éléments, parce que tant que je n'ai pas accès aux cartes graphiques, je ne suis pas trop intéressé de prendre des éléments par élément pour l'instant. Alors le 10700K, le i7 10700K, il est toujours en baisse, je l'ai vu à 300 €, imaginez, même à moins de 300 €, le K. Alors je vous signale, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'il y a K et KF chez Intel. KF, c'est la partie vidéo qui est intégrée dans le processeur, qui est enlevée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie vidéo, il n'y a pas de gestion de vidéo, pour que vous ayez la sortie directement en vidéo à partir du processeur. C'est-à-dire qu'il vous faut une carte graphique.
La différence de prix entre les deux, d'ailleurs entre K et KF, est tellement minime que je vous conseille le K si vous prenez un CPU Intel. Pourquoi? Parce que finalement, si votre carte graphique vient à cramer, hein, voilà, ça peut arriver, eh bien vous avez la possibilité d'avoir une sortie vidéo grâce au CPU K. Si vous avez le KF, eh bien, vous n'avez plus rien à l'écran. Et c'est quelques euros de plus pour l'instant. Alors attention, je parle sur les anciennes gammes. Sur la nouvelle gamme, la génération 11 qui va arriver, effectivement, ça peut être 30 à 40 euros de plus, ce qui est quand même significatif par contre en termes de prix. Et donc en l'occurrence, j'ai regardé le PCI Express 3.0 versus 4.0. Doublement du débit hein, sur le PCI Express avec le 4.0 et bientôt la 5.0 va arriver et théoriquement il y aura un doublement de débit encore. Ça permet quoi? Théoriquement ça permet d'accélérer tous les transferts. Sauf que en termes de jeu, j'ai regardé plein d'essais et on ne voit pas de différence entre la 3.0 et la 4.0. Il faut être très honnête, c'est on va dire à la marge. Quelques FPS parfois et encore. Parce que évidemment le débit des cartes graphiques n'est pas suffisant pour saturer le PCI Express 3.0. Là où il y a un système qui est suffisant pour le saturer, c'est par contre effectivement les SSD, les nouveaux SSD NVMe M.2, ceux qui ont le plus de débit, effectivement peuvent saturer entre guillemets le 3.0, c'est-à-dire qu'on aura effectivement un taux de transfert diminué, alors pas de moitié, mais on sent quand même une sacrée différence. On peut avoir jusqu'à 30-40% selon le type de transfert qu'on fait, des gros fichiers par exemple. On peut avoir 30 à 40% de différence entre du PCI Express 3.0 et 4.0 en termes de copie, enfin d'écriture ou de lecture, qui ne se traduisent pas entre guillemets vraiment dans les jeux, parce que bon, dans les jeux c'est un peu différent. Le chargement au départ, on peut avoir un petit peu de différence, mais après dans le jeu lui-même, on ne verra plus de différence du tout. Donc la 3.0 pour l'instant est largement suffisante. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et j'ai regardé également, parce qu'on m'a parlé de RAID, oui, RAID, la technologie RAID, qui est la gestion finalement, la virtualisation de tout ce qui est disque dur, SSD, transfert de disque dur et SSD. Et il y a plusieurs RAID. Il y a le RAID 0. Le RAID 0, ça permet tout simplement d'accélérer considérablement les transferts parce que vous mettez deux disques durs équivalents, généralement, hein, c'est mieux, deux disques durs équivalents, et il va partager, l'écriture va être partagée et la lecture donc va être partagée entre les deux disques durs. Grosso modo, une partie de votre code va être sur un disque, une autre partie sur un autre. Et ainsi, quand on va lire, on va lire quasiment 2 fois plus vite. Et imaginez, oui, on lit une partie là, donc on n'est pas bloqué par le taux de transfert du SSD. Gros défaut du RAID 0, si un des disques crame, vous avez perdu toutes vos données. C'est-à-dire vous n'avez plus, là c'est comme si votre disque général cramait, sauf que là vous avez 2 fois plus de risques, puisque vous avez 2 disques, donc il y en a un qui peut être plus faible que l'autre, et donc tout perdre. RAID 1, c'est l'inverse. RAID 1, c'est la copie conforme de votre disque. C'est-à-dire vous avez 2 disques, et c'est exactement les mêmes données. Ce qui vous permet, si vous perdez un disque, de récupérer toutes vos données. Vous êtes intègre, c'est de la sécurité maximale. Et après, vous avez d'autres systèmes comme le RAID 5. Le RAID 5, là, il vous faut un disque supplémentaire, donc c'est 3 disques. Ça vous permet de faire du RAID 0, si vous préférez, avec un disque en plus qui va faire la parité au cas où vous perdez des données et qui vous permet de ne pas avoir le risque du RAID 0. C'est un peu la combinaison des deux, si vous préférez. C'est une sécurité supplémentaire, mais ça coûte 3 disques, donc ça coûte fort cher pour sauvegarder vos données, pour vous assurer que tout va bien. Voilà, donc est-ce que c'est intéressant ou pas ? Oui, je pense que c'est très intéressant en termes de débit, en termes d'efficacité. Après, je vous dis, s'il y a un des disques lâches, vous perdez tout, et il y a donc vous multipliez par 2 les chances de tout perdre, même si les disques SSD aujourd'hui sont très sécuritaires. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner, ça permet à cette chaîne de grandir, hein, c'est très important, donc je le répète un peu souvent, mais c'est un peu obligatoire, un peu comme tous les youtubeurs, et je vous dis en tout cas à bientôt pour une nouvelle vidéo.